20 février 1943, au nord du col de Kazarin, Tunisie. Le soleil n'avait pas encore percé totalement la poussière. L'air vibrait d'un bourdonnement métallique, moteurs, chenilles, lointains tirs d'artillerie. C'était une matinée qui sentait la poudre et la terre desséchée, et pourtant ce que les capitaines allemands notèrent plus tard, dans des pages griffonnées et incrédules, n'était ni une odeur ni un crissement. Ce fut une sensation, l'impression que les Sherman avançaient ensemble, non pas 5 blindés distincts, mais les doigts d'une même main articulés par une volonté invisible. Le sergent-chef Samuel Sam O'Keefe, chef de l'équipage du M4 numéro 217, serrait son volant blindé, tandis que son tireur, lieutenant William Hargreaves, balayait l'horizon avec un télescope poussiéreux. La radio, encastrée sous le tableau de bord, un ensemble de métaux et de bakélite qui pesait 181 livres, crachotait sans interruption. Les voix arrivaient nettes, précises, comme si elles provenaient d'une pièce contiguë plutôt que d'un appareil enfoui dans le ventre du char. De l'autre côté du champ de bataille, le commandant von Richter du Panzerzug 4 posa sa main sur l'antenne de son Panzer IV. Sa radio FUG-5 émettait un sifflement haché. Des crépitements, des éclats, des silences. Il pouvait capter des ordres, parfois, mais la plupart de ces hommes n'avaient que des récepteurs. Ils entendaient sans pouvoir répondre. La hiérarchie lourde des panzers exigeait des signaux visibles, des drapeaux, des phares, des transmissions par éclaireur. Quand la chaîne se rompit, la machine s'effondra. Ce matin-là, sur quelques centaines de mètres de crête et de dépression, 5 Sherman, dispersés par le terrain accidenté, séparés par des éperons qui cachaient chaque blindé à la vue de ses voisins, se déplacèrent avec une rigueur qui frappa même les observateurs ennemis. Aucun drapeau, aucun signal lumineux. Pourtant, à l'instant où l'un se positionnait pour couvrir un angle aveugle, un autre achevait son arc de détour et faisait irruption là où il fallait. La technologie était la clé, mais la scène ne ressemblait pas à un cours d'ingénieur. C'était du théâtre. Dans les Sherman, la modulation de fréquence, FM, n'était pas une théorie, c'était la voix des hommes. Les transmissions passaient au travers du rugissement du moteur, des éclats d'obus et des arcs électriques produits par les étincelles de bougies d'allumage. Le BC-604 envoyait ses 25 watts, le duo de BC-603 permettait au chef de prendre un canal de commandement tout en écoutant le réseau de sa compagnie. La clarté des voix donnait à chaque équipage la certitude qu'il n'était plus isolé. O'Keefe entendit la voix du capitaine Merrill du peloton voisin. Vannes à 5 heures, suppression et progression en diagonale. Hargreaves ferma les yeux un instant pour mieux écouter, et l'ordre tomba comme une main solide. Les Allemands, eux, notèrent l'étrangeté. Dans leur rapport, on lit plus tard, les Américains agissent comme si reliés par un fil. Les mouvements sont coordonnés à distance où nos émissions deviennent du blanc. Ils attribuèrent d'abord ces prouesses à la discipline et à l'entraînement. Ils ne comprenaient pas encore qu'ils faisaient face à une révolution invisible, une toile d'onde qui transformait chaque Sherman en nœud d'un réseau vivant. Sur le plateau, la poussière formait d'immenses nuages qui avalèrent les silhouettes. Des éclats de shrapnel teintaient le métal. Et pourtant, dans ce chaos, la voix de Merrill annonça un appui d'artillerie, et 3 minutes plus tard, des impacts précis martelèrent une position ennemie signalée par un radio-observateur dans un autre char. Le temps entre la parole et la frappe se mesurait en minutes, pas en heures. La première partie de la bataille ne révéla pas encore toutes ses conséquences stratégiques. Elle montrait toutefois une chose irréfutable. Une nouvelle forme de coordination venait d'entrer au combat. Les hommes à l'intérieur des chars le ressentirent avant que les états-majors ne le comprennent. Ils se savaient reliés, moins seuls. Les Allemands pressentirent vaguement un danger qui n'avait pas de silhouette, le réseau. Juillet 1941. Tandis que la Wehrmacht roulait vers Smolensk, de l'autre côté de l'Atlantique, dans un laboratoire surchauffé du Massachusetts, des ingénieurs s'affairaient sur des bancs d'essai remplis de bobines de cuivre et de cristaux d'oscillation. Daniel Noble, jeune ingénieur au regard sévère,
observait un oscillogramme verdâtre sur un écran cathodique. À côté de lui, Henryk Magnuski, immigré polonais et virtuose des ondes, ajustait un module d'émission. Il travaillait sur une idée folle, introduire la modulation de fréquence dans un char de combat. Leur entreprise, Galvin Manufacturing, bientôt Motorola, reçut la commande du Signal Corps américain. Le cahier des charges était absurde. Un poste radio capable de fonctionner dans un environnement vibrant, métallique, plein d'interférences, avec une clarté de voix parfaite. La guerre des ondes venait de commencer. Les radios allemandes, la série Fu G5, restaient des merveilles des années 30. Amplitude modulation, 10 watts de puissance, et surtout une portée dérisoire dès que le moteur rugissait. La FM, invention d'Edwin Armstrong, changeait tout. Elle filtrait le chaos, coupait à travers la foudre des étincelles, offrait la voix nette du commandant même au cœur du fracas. Ce fut une révolution silencieuse. Noble se souviendra plus tard. Ce que nous avons conçu n'était pas une radio, c'était une conscience collective. À Détroit, les chaînes de montage des Sherman s'ajustaient pour accueillir les boîtiers d'acier brun des SCR 508, 528 et 538. Les usines Motorola produisirent des milliers d'ensembles complets, 2748 composants chacun, ajustés au centième de pouce. Le cristal du canal 1 vibrait à 20,0 MHz, celui du canal 10 à 27,9 MHz. Chaque tank devenait un nœud d'un réseau interconnecté. 8 novembre 1942, Marocco. Opération Torch. Les premières vagues américaines débarquent à Safi et Fedala. Sous la chaleur salée, les chars du 2e Armored Division avancent vers les défenses de Vichy. Dans chaque M4, les radios FM chantent « Charlie 2, avancée de 50 ». Les voix se mêlent, nettes, calmes, alors que le chaos éclate autour. Les équipages n'ont plus besoin de signaux visuels, plus besoin de courir sous le feu pour transmettre un ordre. La guerre, pour la première fois, parle à travers les ondes. Dans le camp allemand, les transmissions se perdent dans un brouillard de parasites. Le désert amplifie les faiblesses des Fu G5. Le sable, la chaleur, la vibration, tout dégrade les fréquences. Les commandants de Panzer n'ont plus que leurs yeux et leurs instincts. Rommel lui-même se plaint du manque de communication. Un Panzer sans radio est un cheval aveugle. À Kasserine, quelques mois plus tard, ce cheval aveugle rencontre le réseau américain. 14 février 1943. Les premières unités américaines s'engagent dans le col. Le général Rommel croit avoir affaire à des novices. Ses divisions blindées frappent fort. Personne détruisent. Mais dans le tumulte, quelque chose déroute ses observateurs. Les Sherman isolés se réorganisent à une vitesse incompréhensible. Les unités séparées par des kilomètres manœuvrent encore comme un tout. Quand un chef tombe, un autre prend immédiatement le relais. Pas de silence radio, pas de chaos, juste une continuité glaciale. À Tunis, un rapport du 10e Panzer note « Les Américains maintiennent des communications claires à des distances où nos appareils ne produisent que du bruit blanc. Chaque char semble être capable de transmission complète. » Le major Stiefel, perplexe, écrit à la marge « Technologiquement impossible, probablement surentraînement. » C'était plus qu'un entraînement. C'était un changement d'air. Les Allemands avaient inventé la guerre mobile. Les Américains venaient d'inventer la guerre connectée. Sous la poussière du col de Kasserine, le monde militaire changeait sans qu'aucun canon n'en ait conscience. Italie, septembre 1943. La poussière d'Afrique n'est plus qu'un souvenir. Les Sherman escaladent désormais les routes sinueuses des Apennins. Les montagnes auraient dû neutraliser la radio, mais c'est ici que la FM montre sa véritable puissance. Là où les ondes AM allemandes s'écrasent contre les flancs rocheux, la modulation de fréquence traverse les vallées et épouse les reliefs. Dans les creux, les Sherman se parlent encore. Les voix américaines rebondissent sur les collines de Cassino comme si la terre elle-même servait de relais. Le capitaine Jack Merriman, du 1er bataillon blindé, se souvient. « Nous avancions entre deux crêtes. Je savais que mes gars étaient à l'autre bout, invisibles,
mais j'entendais leur souffle dans le casque. Je n'ai jamais ressenti la solitude du tankiste allemand. Les panzers, eux, peinent à se suivre. Les pentes coupent le contact. Les ordres se perdent et les colonnes se disloquent. Le désastre devient routine. Un lieutenant allemand note amèrement « Nous combattons chacun notre propre guerre ». Les soldats comprennent ce que leurs officiers refusent d'admettre. Sans communication, la force mécanique devient impuissance. 6 juin 1944, Normandie. Les portes des LCT s'ouvrent et les Sherman roulent dans la mer grise. À peine sortis de l'eau, les équipages entendent déjà la voix des navires au large. Feu de soutien, secteur Omaha, coordonnées transmises. Le SCR 508 relie le sable, la mer et le ciel. Les obus navals tombent avec une précision inédite. Mais au cœur du bocage, une faille apparaît. Les chars et l'infanterie se perdent dans la jungle de haies. Les radios des tankistes, 20 à 27,9 MHz, ne peuvent pas parler aux SCR 300 des fantassins, qui émettent sur 40 à 48 MHz. Les soldats hurlent dans les buissons pendant que les Sherman avancent, sourds. Les Panzerfaust jaillissent à bout portant. Des dizaines de chars flambent sous des attaques qu'on aurait pu éviter. Alors, l'ingéniosité américaine intervient. Un sergent de maintenance du 30e Infantry, voyant un camarade réduit au silence, prend un vieux téléphone de campagne E8, le fixe dans une boîte de munitions et soude le tout sur l'arrière d'un char. Un câble traverse la coque jusqu'à l'interphone interne. La première « Talkbox » est née. Quelques semaines plus tard, chaque char américain porte un téléphone de caisse. L'infanterie peut enfin parler directement aux tankistes. La barrière des fréquences est brisée. Juillet 25, 1944. Opération Cobra. Le ciel de Normandie tremble sous le rugissement des bombardiers. Quand la tempête de feu s'abat sur les lignes allemandes, les radios des Sherman deviennent les nerfs d'un organisme géant. Les commandants communiquent à travers des dizaines de kilomètres, les observateurs d'artillerie guident les tirs avec une rapidité effarante. En quelques heures, le front allemand s'effondre. Le général Edward H. Brooks, à la tête de la 2e Armored Division, observe la manœuvre sur sa carte radio en main. Chaque unité parle, répond, s'ajuste. Les ordres descendent en cascade, précis, presque instantanés. Les Panzer Lehr Division, réputées invincibles, se désintègrent sous la pression de ce réseau vivant. Le feu américain ne vient pas d'un point, mais de partout à la fois. Les Allemands, incrédules, cherchent la faille. Ils frappent les tanks à antenne, persuadés qu'ils abritent les commandants. Erreur fatale. Chaque Sherman est un poste de commandement. Quand l'un tombe, 10 autres prennent la parole. Le réseau ne meurt jamais. Pour les équipages allemands, le sentiment d'impuissance devient palpable. Dans leurs casques, le grésillement des FUG-5 est le son de l'isolement. Dans ceux des Américains, la voix claire d'un camarade à des kilomètres est la promesse de la survie. La bataille du bocage révèle une vérité. La guerre moderne n'est plus seulement une question de blindage ou de calibre. Elle est devenue une guerre de connexion. Mars 1945. Les armées américaines s'élancent vers le Rhin. À l'aube du 7 mars, un éclaireur radio de la 9e division blindée tombe sur un pont encore debout, le pont de Remagen. Quelques secondes plus tard, son opérateur transmet sur le réseau FM. Pont intact. Coordonnées envoyées. Moins d'1 minute plus tard, le message atteint le quartier général du First Army. En 1 heure, la moitié du front bouge. Les chars foncent, l'artillerie se déploie, les avions reçoivent les coordonnées. L'effet domino de la supériorité radio vient de s'accomplir. Face à eux, les Allemands sont prisonniers d'un autre temps. Leurs transmissions passent encore par des lignes téléphoniques enterrées que les P-47 pulvérisent. Les ordres mettent des heures à arriver. Les contre-attaques se perdent dans le brouillard. Quand le maréchal Model, encerclé dans la Ruhr, tente d'envoyer un rapport, il ne reçoit plus de réponse. Ces dernières lignes se terminent par « plus de contact », plus de coordination possible. Le réseau américain, lui, fonctionne comme une seule entité.
Des unités issues de divisions différentes se coordonnent à la minute près. L'interconnexion née du SCR 508 a atteint sa pleine maturité. Dans cette guerre de machines, l'homme retrouve paradoxalement sa voix. Dans les Sherman, les équipages parlent sans cesse. Le chargeur crie un repérage, le tireur transmet les coordonnées, le commandant relaye au peloton. En quelques secondes, les informations circulent à l'échelle d'un champ de bataille entier. La conscience collective que Daniel Noble avait imaginée 4 ans plus tôt est devenue réalité. Et l'ironie atteint son comble. L'Allemagne, patrie de Heinz Guderian, pionnier du Blitzkrieg, s'effondre sous le poids de sa propre rigidité. Les chars allemands, conçus pour être les plus puissants du monde, sont devenus sourds et muets. Les Sherman, moins blindés, moins armés, mais interconnectés, gagnent par l'intelligence partagée. Après la capitulation, les ingénieurs américains examinent les fusées 5 récupérées. Le rapport technique numéro 176 conclut « Les systèmes allemands ont 5 ans de retard technologique. Absence de modulation de fréquence, suppression électrique insuffisante, distribution restreinte. » Les soviétiques, eux aussi, tirent la leçon. Ils adoptent la FM, copient les modèles américains et en équipent leur T-54. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 50 000 radios de la famille SCR, 508 produites pour 49 000 Sherman. Taux d'équipement, 100%. Transmission, 25 watts. Portée, jusqu'à 15 km. Les Allemands, 6 000 fusées, 5 pour plus de 12 000 chars. Portée utile, moins de 2 km. Le résultat, 20% seulement des blindés capables de transmettre. La différence entre la parole et le silence. Ce que les Alliés ont bâti, sans le comprendre pleinement, c'est le premier réseau tactique interconnecté de l'histoire. Une toile d'onde où chaque machine, chaque équipage, devient une cellule du même organisme. Ce principe, né sur les plaines d'Afrique et les collines d'Italie, guide encore la guerre moderne. 1991, Koweït. Des chars M1 Abrams, descendants lointains des Sherman, écrasent les T-72 irakiens. Leurs ordinateurs communiquent par liaison cryptée. Le commandement américain parle de « Network-Centric Warfare ». En réalité, ce concept avait déjà pris forme 50 ans plus tôt dans la poussière de Kasserine. Aujourd'hui encore, chaque char Léopard, chaque Abrams, chaque Leclerc porte en lui une part de cette leçon apprise dans le feu. La communication vaut mieux que le blindage. La coordination est plus mortelle que la puissance brute. On raconte qu'à la reddition allemande, Wilhelm Keitel aurait murmuré « Nous savions construire de meilleurs chars, mais vous saviez les faire parler. » Qu'il l'ait dit ou non importe peu. La vérité reste là, suspendue dans le silence des fréquences vides. Le jour où les Sherman ont parlé, l'histoire a changé. Le rugissement des moteurs céda la place à un autre son, plus discret, plus décisif, celui des voix qui se répondent à travers la guerre.